Voilà, bonjour et bienvenue à notre webinaire. Je tiens à vous parler aujourd'hui des possibilités de l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire de vos travailleurs. Si vous avez des questions à propos de cette crise du coronavirus que nous traversons tous, vous pouvez nous les poser à l'adresse email suivante consulting@sdworks.com. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui ensemble? Nous allons d'abord parler donc de savoir si vous êtes obligé ou pas de payer une indemnité complémentaire en cas de chômage pour force majeure. Ensuite, nous allons parler ensemble de l'obligation du traitement de cette indemnité, quel est son traitement social et quel est son traitement fiscal. Et puis, nous parlerons de comment, le cas échéant, introduire ce complément et nous terminerons ce petit webinaire sur quelques trucs et astuces. Alors, à propos de cette obligation ou pas de verser une indemnité complémentaire, il faut savoir qu'un chômage temporaire n'est pas l'autre. Pour le moment, la règle est devenue le chômage temporaire pour cause de force majeure. Mais il se pourrait que vos travailleurs employés soient en chômage temporaire pour des raisons économiques ou bien que vous décidiez simplement de leur donner une indemnité complémentaire en cas de chômage. Alors, quelle est la règle si vos ouvriers et vos employés sont en chômage pour cause économique? Alors, si vous avez donc des employés qui sont en chômage pour cause économique, il faut voir, est-ce que vous occupez ou pas au sein de votre entreprise des ouvriers? Dans ce cas-là, vous devez octroyer à vos employés le minimum octroyé à vos ouvriers. Et ce minimum doit être au moins de 2 € par jour chômé. Il faut penser également dans ce cas-là et vérifier ce qui est prévu au niveau des dispositions sectorielles qui devront bien entendu être respectées. Si à l'inverse, vous n'avez pas d'ouvriers, dans ce cas-là, il faut vérifier si vous avez introduit le chômage pour cause économique via convention collective de travail. Dans ce cas-là, c'est minimum 2 € par jour chômé ou aux applications des dispositions sectorielles. Si vous avez introduit le chômage pour cause économique via un plan d'entreprise, c'est 5 € par jour chômé, sauf le cas échéant si vous en êtes dispensé. Il faut penser qu'à l'heure actuelle, nous connaissons une convention collective de travail numéro 147 qui, elle, prévoit, quelles que soient les circonstances, l'octroi de 5 € par jour chômés, avec toujours évidemment la même règle, au moins l'équivalent de ce qui est donné aux ouvriers, avec le respect des dispositions sectorielles. Mais la règle actuellement, c'est devenu le chômage pour cause de force majeure. Qu'en est-il en la matière? Eh bien, en la matière, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation générale. Il faut simplement vérifier s'il n'existe pas quelque chose de prévu au niveau de votre secteur. Et si vous avez décidé quelque chose au niveau de l'entreprise, il faut évidemment respecter ce qui a été décidé. Donc, pour le principe en matière de chômage pour force majeure qui est devenu la règle, c'est une liberté de négociation. Je vais voir maintenant avec vous l'ensemble des secteurs qui prévoient l'octroi d'un complément en cas de chômage temporaire pour force majeure. Vous avez d'une part les secteurs qui prévoient un montant à charge de l'employeur, les 2 premières colonnes. D'autre part, certains secteurs qui prévoient un montant à charge du fonds, la 3e colonne. Et quatrièmement, certains secteurs qui prévoient conjointement une obligation à charge de l'employeur et une obligation à charge du fonds. Ici, il faut savoir qu'il faut bien vérifier chaque fois ce qu'il en est au niveau sectoriel. Que prévoit le secteur et surtout, quel est le champ d'application des mesures et quelle est l'interprétation qu'en font les partenaires sociaux pour voir si ça ne peut pas éventuellement ou si vous ne devez pas, le cas échéant, octroyer un complément à des conditions que vous n'aviez pas, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Là, c'est pour le complément dont l'octroi est prévu par le secteur. Alors, quel est le traitement au niveau de la sécurité sociale et de la fiscalité du complément que soit vous êtes obligé d'octroyer, soit que vous décidez, si vous le voulez, octroyer à votre travailleur? Alors, au niveau de la sécurité sociale, c'est assez simple. L'ONSS considère que ce complément que vous donnez est un complément à un avantage social. De ce fait-là, l'ONSS dit ça n'est pas du salaire.
Si ce n'est pas assimilé à du salaire, ce complément que vous octroyez, eh bien, n'est pas soumis à la sécurité sociale. Évidemment, il faut toujours voir le contexte dans lequel tout ça est donné, bien examiner la situation qui entoure l'octroi du complément, ses conditions, le champ d'application, les circonstances et la méthode de calcul pour que ce que vous donnez reste bien un complément à un avantage social et que donc pour cela, il ne soit pas traité comme du salaire et donc non soumis à la sécurité sociale. Donc au niveau sécurité sociale, ce n'est pas du salaire, ce n'est pas soumis. Par contre, au niveau fiscal, là, vous devrez retirer un précompte professionnel de 26,75%. C'est le même précompte que celui qui est appliqué sur l'allocation de chômage. Évidemment, ici, c'est une avance sur l'impôt. Le travailleur rentrera sa déclaration d'impôt finale qui pourrait avoir comme conséquence, le cas échéant, qu'il doit repayer des impôts s'il s'avère par rapport à son salaire que ce précompte professionnel de 26,75% n'est pas suffisant. Alors, le revenu pendant la période de chômage temporaire, et c'est important, mais qu'est-ce que vous pouvez donner en tant qu'employeur? Jusqu'à combien, à quel montant pouvez-vous octroyer ou décider d'octroyer un complément? Si vous vous limitez au complément sectoriel de 2 € ou de 5 €, là, il est clair que ça ne posera aucun souci. Mais si vous souhaitez donner plus, jusqu'à combien pouvez-vous donner pour que finalement, cela reste bien un complément à un avantage social et que donc, au niveau de l'ONSS, il n'y ait pas un retour de manivelle avec un calcul de cotisation. Et également, c'est important, et là, c'est toujours en discussion au jour d'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas non plus un souci au niveau de l'octroi de l'avantage social par le NEM. Alors là, il faut savoir, et on retrouve cela sur les instructions de l'ONSS qui applique ici une position de la Cour de cassation, que le net que vous pouvez garantir en fait durant la période de chômage, donc le net total, hein, c'est-à-dire l'addition de l'indemnité de l'ONEM et du complément à charge de l'employeur, en fait, peut aller jusqu'à maintenir le net que le travailleur touchait avant d'être en chômage temporaire. L'idée là derrière, au niveau surtout de la position de la Cour de cassation, c'est que si vous décidez d'octroyer un complément, en plus de l'allocation de chômage, eh ben que le but de cet octroi soit de garantir le même niveau de vie que le travailleur durant la période de chômage que celui qui était appliqué ou en vigueur, si on peut parler comme ça, durant les prestations. Donc, en d'autres termes, l'idée serait, en tant qu'employeur, que vous ne dépassiez pas le net durant le chômage que celui que le travailleur avait lorsqu'il exerçait des prestations. Alors, les questions qui restent ouvertes, c'est comment déterminer ce net, comment parvenir à savoir le net qu'on prend en considération, est-ce qu'il faut tenir pour déterminer ce net compte de l'impôt final, la position de l'ONEM, quelle est-elle? Est-ce que l'ONEM va accepter pour les salaires surtout les plus élevés, que finalement ce montant de complément soit très important pour permettre de garantir le même niveau de vie qu'avant la période de chômage temporaire. Tout ça est également encore de discussion à l'heure actuelle. Donc, vous l'aurez compris comme moi, la garantie du net est une matière complexe qui nécessite une consultance particulière. Et là, on peut vous aider en fait pour parvenir à déterminer ce net pour éviter d'une part des discussions avec l'ONSS, d'autre part des discussions avec le NEM, mais également aussi des discussions avec d'autres travailleurs. Donc, bien cadrer la situation. Qu'est-ce qu'on détermine ici comme étant le net pour éviter qu'à posteriori, les travailleurs ne viennent vous dire « mais je n'ai pas eu exactement la même chose » ou bien à l'inverse, que ce soit les autorités comme l'ONSS ou même le NEM qui viennent vous dire « vous avez mal calculé ce salaire net et finalement, vous avez donné trop et donc on considère que vous n'êtes plus dans les conditions du complément à l'avantage social, mais vous devez traiter ce complément comme du salaire pur et simple. » Alors, comment octroyer ce complément ?
Il faut savoir ici que c'est libre. Donc, c'est-à-dire que ça peut s'introduire par tout canal, toute voie, soit une convention, soit un octroi que vous décidez de façon unilatérale, ou bien une convention collective de travail. Tout va un peu dépendre de la situation de votre entreprise, si vous avez des organes de concertation ou pas, si vous avez une délégation syndicale, quelles sont les pratiques aussi dans votre entreprise? Est-ce que vous avez l'habitude de conclure des conventions collectives? Est-ce que vous avez plutôt l'habitude de conclure des conventions individuelles ou vous décidez, vu l'urgence de la situation, de faire un octroi unilatéral? Alors, si vous décidez de passer par la conclusion d'une convention collective de travail parce que c'est l'habitude dans votre entreprise ou bien tout simplement aussi parce que vous voulez mettre des conditions pour pouvoir mettre en place ces indemnités, que vous ne souhaitez pas par la suite que ce soit remis en cause par l'ensemble des parties, bien, comment pouvez-vous faire? Puisque pour le moment, en ces temps de coronavirus, nous sommes tous tenus de rester chez nous. On ne peut pas avoir d'échanges physiques ou les réduire au maximum. Et lorsque l'on a des échanges physiques, il faut maintenir la distanciation sociale, 1,5 m entre les personnes en présence. Donc, c'est compliqué. Donc, ce que vous pourriez faire maintenant, c'est obtenir un accord avec les organisations représentatives des travailleurs, par email, par exemple. Ensuite, vous élaborez cette convention qui forcément a l'accord de tous et vous l'envoyez au greffe pour enregistrement, alors que cette convention n'est signée que de vous-même, puisque vous n'avez pas pu rencontrer physiquement les autres, à moins que vous n'ayez trouvé une solution pour faire une signature, le cas échéant, électronique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le greffe va en fait refuser temporairement d'enregistrer votre convention pour absence de signature. Et vous aurez dans ce cas-là 6 mois pour mettre tout ça en ordre et gageons que d'ici là, on aura pu reprendre des échanges physiques et ça vous donnera l'occasion de formaliser votre convention de manière officielle. Alors, quelques points d'attention, et vous l'aurez compris comme moi, lorsque vous décidez de mettre une indemnité en place, quelle que soit finalement la méthode que vous choisissez, faites attention à votre champ d'application. Qui sont les travailleurs concernés? Même si la loi ne prévoit pas grand-chose, il ne faut évidemment pas faire de discrimination entre les travailleurs placés dans une même situation. Vous devez aussi préciser quelle est la nature du chômage. Pour le moment, la règle, c'est le chômage pour force majeure, mais il se pourrait que vous preniez des décisions dans un autre cadre. Et faites aussi attention à l'effet Mathéus. Donc, c'est sûr que garantir un net et un même niveau d'emploi, c'est quelque chose qui est intéressant pour vos travailleurs, mais finalement, celui qui avait le net le plus élevé bien avant le chômage temporaire sera celui qui aura le net le plus élevé durant le chômage temporaire. Donc, finalement, ça peut quand même avoir un effet pervers. Donc, à faire attention. Tout ça, évidemment, va dépendre aussi bien de ce qu'on reçoit comme information au niveau de l'ONSS et de l'ONEM. Ils sont en train de discuter et ils élaborent pour le moment bien, un point de vue qui nous permettra et vous permettra en tant qu'employeur bien de savoir si les décisions que vous prenez sont les bonnes. Alors, si, je vous le rappelle, vous décidez au niveau de la méthode de calcul de garantir un net, revenez vers nous pour qu'on puisse vous aider à mettre tout ça en place sans risque. Et si bien vous décidez de mettre en place un système, faites attention aussi avec les suppléments prévus par le secteur. Qu'en est-il des règles de cumul? Faites attention aussi pour éviter de devoir appliquer et votre supplément d'entreprise et le supplément du secteur. Et puis finalement, en arriver à donner plus que le net durant la période de chômage par rapport au net durant une période d'activité. Donc ça, faites attention également à ce cumul. Donc ça, c'est les petits points d'attention sur lesquels je voulais revenir. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec les autres avantages pendant cette période de chômage temporaire? GSM, voiture de société, également à préciser dans vos conventions d'octroi. Alors, quelques points d'action. Eh bien, c'est sûr que pour pouvoir implémenter tout cela, il vous faudra vérifier ce qu'il existe actuellement, soit au niveau de votre entreprise, soit au niveau de votre secteur ou bien d'une autre source de droit. Je vous rappelle, on a la CCT 147 depuis peu de temps. Consultez les partenaires sociaux de votre entreprise ou
à l'intérieur, le CE, le CPPT, la délégation syndicale et le cas échéant, si vous décidez de conclure une convention collective de travail, revenir vers les organisations représentatives des travailleurs. Il vous faudra déterminer le budget, donc c'est-à-dire la part totale que vous pouvez vous permettre d'octroyer, sachant que d'autre part, certains autres budgets, du fait du chômage temporaire ou du travail à la maison, peuvent disparaître ou être réduits. Les coûts d'utilisation de la voiture de société ne sont plus les mêmes. Si vous donnez une indemnité forfaitaire, est-ce que vous l'avez maintenue ou est-ce que vous l'avez proratisée? Est-ce que vous la proratisez s'il y a du chômage temporaire? Oui, a priori, il faut la proratiser puisqu'il y a moins de prestations. Vous devrez aussi, au niveau des points d'action, déterminer les groupes cibles qui vont être visés. Attention à ne pas discriminer des travailleurs placés dans une même situation et également faire référence à la façon dont vous allez introduire votre indemnité ou vos indemnités complémentaires et aussi établir un plan de communication. Il ne faut pas oublier que même si on est dans des temps un petit peu chamboulés où on ne se voit pas physiquement, qu'il faut ne pas oublier de communiquer vers vos travailleurs pour ces indemnités que vous choisissez d'octroyer et aussi et surtout sur le chômage temporaire que vous avez décidé de mettre en place, le pourcentage, les jours et les personnes concernées. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous rendre sur le site internet pour avoir toutes les informations à propos de la concertation sociale, mais également aussi toutes les dernières questions qui se posent en matière de coronavirus. Et si vous souhaitez nous contacter, nous avons mis en place une adresse qui est consulting@sdworks.com. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.